Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième vidéo d'une série de trois qui, j'espère, va finalement être achevée bientôt. Alors, à cette vidéo, on va discuter d'une méthode pour cartographier les régions émettrices de CO2 basée sur le coefficient de détermination de régression calculée localement entre la température locale et le taux d'accumulation globale du CO2. Alors là, on va comprendre qu'on travaille avec des variables. Alors, il y a en partant deux variables qu'on peut présenter, qui sont la température moyenne globale. À vrai dire, on travaille plus avec les anomalies de température, mais pour l'exercice, on va utiliser le terme température moyenne globale. Et on va également utiliser le taux d'accumulation en ppm par mois du CO2 mesuré à l'observatoire du Mauna Loa à Hawaï. Alors pourquoi on peut avoir une mesure globale de l'accumulation du CO2 à un site précis? C'est parce que le CO2, une fois émis à partir de sa source, va rapidement se dissiper autour de la planète en quelques jours. À vrai dire, c'est encore plus vrai pour les grandes ceintures de convection. Alors ça, c'est documenté et accessible sur les sites qui fournissent les données. Maintenant, si on regarde l'évolution de ces variables dans le temps sur un graphique, bien, on observe, on remarque tout de suite la grande similitude qu'il y a entre les deux profils des deux variables. Et puis, si on superpose les deux graphiques, eh bien là, on constate la forte corrélation, sinon pas la très forte corrélation qu'il y a entre la température et le CO2 à l'échelle globale. Encore là, quand je parle de CO2, je parle du taux, c'est-à-dire des ppm par mois. Donc, cette corrélation n'est pas fortuite. Il faut alors l'expliquer. Et j'ai déjà fait l'exercice dans une vidéo précédente. Et puis, je suis arrivé à la conclusion formelle que la température contrôle le CO2. C'est ce que je symbolise par la flèche. Alors, pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur le sujet, je les invite à ma vidéo que j'ai faite uniquement sur le sujet. Donc, je vous donne le lien ici. Alors maintenant, on sait que, on admet que la température contrôle le CO2, et puis on cherche à cartographier, à identifier les zones émettrices de CO2. Bon. Normalement, le premier réflexe à avoir, c'est de dire, bien, on va prendre les cartes du réchauffement global et ça va nous indiquer les endroits où le CO2 est émis compte tenu que la température contrôle le CO2. Le problème est qu'il y a plusieurs méthodes pour arriver à faire ces cartes et il n'y a aucun résultat entre ces méthodes qui sont les mêmes. Alors là, il y a un problème. Et puis, pour vous en convaincre, je vais vous présenter une première carte du réchauffement global. Alors ça, c'est une carte qui est générée par la méthode la plus communément utilisée. Alors, c'est les cartes qu'on va voir dans les rapports du GIEC, que les médias vont reprendre et qu'on va également voir sur les sites spécialisés dans le domaine. Alors, je vais vous le dire tout de suite.
il s'agit de la pire façon de représenter le réchauffement. Alors ici, la façon qu'on construit ces cartes, c'est en prenant une température actuelle, que ce soit mensuelle ou annuelle, et on la compare à une moyenne sur un intervalle de temps d'une trentaine d'années généralement. Alors cette moyenne sert de référence. Si la température est plus élevée que la moyenne de référence, bien, on conclut qu'il y a réchauffement. Alors, pour vous prouver que cette façon de faire ne démontre en rien un réchauffement, bien, on va prendre un cas extrême. Admettons que cette année-ci, la moyenne est de plus 1 degré au-dessus de la moyenne de référence. Et que l'année précédente, elle était de moins 1 degré sous la moyenne. Et que l'année précédente, elle était 1 degré au-dessus et celle précédente, moins 1, et ainsi de suite. Alors, on constate tout de suite qu'il n'y a pas ici de réchauffement, de tendance. C'est une variabilité de plus ou moins 1 degré de part et d'autre de la tendance qui est constante. Alors, il y a d'autres approches, peut-être plus intelligentes, comme celle de cartographier les tendances locales. Alors, en prenant une tendance et en prenant les valeurs minimum et maximum, on va garder l'écart pour cartographier, pour porter ces écarts sur une carte. Alors là, on peut croire que c'est la bonne façon de faire, mais une tendance sans sa variabilité ne signifie pas grand-chose. C'est pas vrai que parce qu'on a 1 degré de réchauffement dans 40 ans, qu'il y a une tendance significative. Alors, il faut démontrer la significativité des tendances. Alors, il y a une troisième façon que je connais qui se base sur les inférences statistiques de Mann-Kendall. Alors, cette méthode est une méthode qui utilise les tendances comme j'expliquais précédemment, sauf qu'elle tient compte de la variance des données. Alors, il s'agit de prendre la tendance, la standardiser sur les corps types. Les calculs sont un peu plus compliqués, mais ça suffit pour avoir une idée du principe. Alors, je vais présenter cette carte et on obtient quelque chose de complètement différent de la première méthode. Alors là, on a un problème parce qu'on doit faire un choix. Et puis, on ne sait pas laquelle des méthodes qui est la plus pertinente pour cartographier nos émissions de CO2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'imaginer, mais oui, on va essayer d'imaginer une nouvelle méthode pour cartographier les émissions de CO2 et essayer de valider les données qu'on a avec les méthodes qu'on connaît actuellement. Alors, on va évidemment travailler avec nos variables, les variables qu'on a à notre disposition. Et à l'échelle globale, à l'échelle planétaire, on a la température moyenne globale. Et on a le taux d'accumulation du CO2 observé au Mauna Loa. À ces deux variables, on peut ajouter la température locale, mesurée par les satellites. Alors l'avantage avec les mesures satellitaires, c'est qu'elles couvrent l'entièreté du globe avec les mêmes instruments à des sites qui sont espacés d'environ 250 km. Et finalement, on peut ajouter
la variable qu'on cherche à cartographier, qui est le taux d'émission locale du CO2. Alors, rendu ici, la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut généraliser ce qu'on connaît à l'échelle globale et la généraliser à l'échelle locale? Alors, la réponse est oui, pour une raison simple, c'est parce que les variables globales dépendent essentiellement des variables locales. Alors, pour fixer les idées, eh bien, si on prend la température moyenne globale, eh bien, cette variable n'est pas une réalité physique. Elle est le résultat, elle est d'une construction mathématique qui est le résultat de la moyenne des températures locales. Et c'est également la même chose pour le CO2. Le CO2, quoiqu'il est une variable réelle, va dépendre essentiellement du taux d'émission locaux. Alors, en ayant à l'esprit les relations qu'il y a entre nos variables, on va être capable, on va être en mesure de démontrer qu'il peut y avoir une régression entre la température locale et le taux d'accumulation globale, et en calculant le coefficient de détermination, on va être en mesure d'évaluer si un site est plus ou moins émetteur de CO2. Alors pourquoi ceci tient la route? Bien, parce que d'une part, le taux d'émission locale du CO2 est contrôlé par la température locale. Alors les deux variables vont évoluer de façon très similaire, un peu comme on l'observe à l'échelle globale. Et d'autre part, si le CO2 local explique en partie le taux d'accumulation globale, bien, compte tenu que la température est corrélée avec le taux de CO2 local, eh bien, la température locale va également expliquer le taux global d'accumulation du CO2. Donc, on va procéder à des régressions à tous les sites d'observation satellitaire pour calculer le coefficient de détermination, ou si on veut le coefficient de régression, et on va le porter sur une carte, ce qui va donner ceci. Alors ici, on a une carte où on voit très bien que les zones d'émission se trouvent à l'équateur. Et si les zones d'émission se trouvent à l'équateur, bien le réchauffement se trouve également à l'équateur. L'échelle en bas sont les coefficients de corrélation entre la température locale et le taux d'accumulation globale. Alors on peut utiliser le coefficient de corrélation parce que c'est la racine carrée du coefficient de détermination, c'est pas plus compliqué. Alors le but de l'exercice, c'était d'essayer de valider nos premières cartes du réchauffement avec une méthode indépendante. Alors, est-ce qu'il y a parmi nos premières cartes une des méthodes qui donne des résultats similaires à ce qu'on a ici? Bien, la réponse est oui. Et la méthode qui donne les résultats les plus rapprochés de notre approche avec la régression est la méthode basée sur les inférences statistiques de Mann-Kendall. Alors, on voit la cohérence là, très évidente entre les deux cartes, malgré que les couleurs soient différentes. Alors, les réchauffements sont essentiellement localisés dans les deux cas à l'équateur. Et pour mieux caractériser
les patrons qu'on voit, bien j'ai identifié 4 anomalies. Et les 4 anomalies se retrouvent sur les 2 cartes. Alors donc, force est de conclure que oui, il est possible de générer des cartes du réchauffement global de la planète et que par conséquent, on peut en déduire que c'est les endroits où il y a le plus d'émissions de CO2, compte tenu de la causalité, où c'est la température qui est la cause, et le CO2 est l'effet. Alors, rendu ici, il y a plusieurs constats à faire, plusieurs conclusions à en tirer. Bien, on peut se poser la question, comment ça se fait que le réchauffement est localisé à l'équateur? Parce que le CO2, selon la thèse de l'effet de serre, le CO2 est réparti de façon homogène. Et le CO2 doit donc réchauffer la planète de manière homogène. Alors là, il y a incohérence. Parce que l'on a plus l'impression que ce qui réchauffe l'atmosphère ici, ce sont les océans, compte tenu que les anomalies, les plus importantes anomalies sont localisées en plein océan Atlantique et Indien, à l'équateur. L'autre curiosité, c'est qu'on accuse l'homme, on dit que l'homme est responsable des émissions de CO2. Alors, le taux d'émission locale devrait être observé là où il y a la plus forte densité de population. Mais ce n'est pas tout à fait le cas qu'on observe. Ça, à vrai dire, c'est tout à fait l'inverse qu'on observe. Vraisemblablement, toute cette histoire de réchauffement de la planète commence à déraper sérieusement. Ça fait 2 vidéos que je fais. Première vidéo, je démontre clairement que la causalité n'est pas celle qui est sous-entendue, qui est soutenue par la thèse d'effet de serre. C'est l'inverse. Après, j'arrive à démontrer que je peux valider une carte du réchauffement avec une méthode qui est reconnue pour faire l'exercice, qui date, c'est une vieille méthode qui date de 1975. C'est une méthode qui peut être accessible via des logiciels commerciaux. Et puis, cette méthode est faite expressément pour localiser des séries temporelles. Alors là, on a réussi à localiser les réchauffements à partir des données de température. Et puis, on valide le résultat avec une carte qui, elle, est basée sur une régression qui implique une causalité inversée. La carte de régression implique que c'est la température qui agit sur les CO2. Et avec cette carte-là, je valide une carte qui sert à montrer le réchauffement global. Bien, c'est perturbant. Alors, comment ça se fait qu'on est... Comment peut-on expliquer ces incohérences? Est-ce que c'est parce qu'on a affaire à de l'incompétence? Ça fait 30 ans qu'on a affaire aux mêmes incompétents. Il est temps qu'on se réveille. Alors, l'incompétence, pour moi, est plus ou moins une explication sérieuse. La politique, ça, c'est certain. Et puis, l'idéologie du sauvons la planète, ben, possiblement. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire à propos du sujet présenté dans la vidéo. Et éventuellement, je vais réaliser une 3e vidéo parce que j'ai suffisamment de matériel, d'observation pour proposer
un modèle de la machine thermique terrestre. Et je vous assure qu'il n'y aura pas d'effet de serre dans la machine. Alors sur ce, je vous lance une prochaine invitation.